صباح الخير. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل أمر ذي بال يبدأ بسم الله، والأمر الذي نحن فيه اليوم هو من الأمور ذات البال. موضوع مسارات الإصلاح الضريبي الدولي موضوع أكثر من هام، وقد تم التفكير فيه وتنظيم هذا الملتقى باشتراك بين مخبر العلوم الدستورية والإدارية والمالية لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس من جهة، والمرصد الوطني للاقتصاد من جهة أخرى، المرصد التونسي للاقتصاد من جهة أخرى. وبما أننا نتحدث عن المرصد التونسي للاقتصاد، فإنه يسرني وفي الوقت ذاته يشرفني أن أحيل الكلمة للسيدة ندى الطريقي لكي تتولى كلمة الافتتاح باسم المرصد سالف الذكر. سيدتي الكريمة، لك الكلمة. شكرا سيدي الكريم. صباح الخير الناس الكل. أنا كنت متوقعة أنه اللغة الأساسية هي الفرنسية، فكتبت كلمات الافتتاح بالفرنسية، لكن نتوقع أنكم تفهموني. Cher Monsieur Mostafa Ben Taïf, doyen de la faculté de droit des sciences politiques de Tunis, cher Monsieur Kamel Ben Masoud, directeur du laboratoire LASCAF, professeur Zraïr Zakraoui, cher professeur Zraïr Zakraoui, honorable représentant des administrations fiscales, Monsieur Yahya Chemleli, directeur des études de la législation fiscale au ministère des Finances tunisien, Madame Sarah Gnzar, chef du bureau de la négociation et du suivi de l'application des conventions fiscales internationales à la Direction générale des impôts au Maroc, cher Monsieur Sidi Mohamed Beiba, chef division des relations internationales de la Direction générale du contentieux, Direction générale des impôts Mauritanie, cher professeur, maître de conférences et enseignant des universités de Tunisie, de France, d'Égypte, chers membres de l'équipe OTE, chers partenaires et invités, bonjour. C'est pour moi un honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui au nom de mon organisation, l'Observatoire tunisien de l'économie, au sein de la faculté pour l'ouverture de notre colloque international, la coopération internationale à l'aune, la coopération fiscale internationale à l'aune du nouvel ordre fiscal international. L'Observatoire tunisien de l'économie est un think tank associatif fondé en 2013 qui travaille pour produire du savoir et des analyses à propos des politiques économiques et à propos de la Tunisie et en Afrique du Nord, pour produire aussi de la vulgarisation à propos des politiques économiques, pour démocratiser l'information et encourager les citoyens à prendre part à la décision en matière de politique économique. La fiscalité internationale, bien qu'elle paraît complexe, elle est autour de nous, partout autour de nous, dans les clics des ordinateurs, dans les scrolls des téléphones, derrière chaque achat que nous faisons sur Internet, elle est partout. Et elle répond aussi à des problématiques qui nous touchent personnellement, comme est-ce que tous les citoyens payent l'impôt de la même manière? Est-ce que l'entreprise qui exploite mes données sur les réseaux sociaux paye autant d'impôts que mon entreprise, moi, entrepreneur tunisien? Est-ce que l'État a la capacité de garantir l'équité devant l'impôt? Est-ce qu'il en a les moyens? Ce sont tous des questions légitimes et essentielles d'équité devant nos devoirs
qui anime les débats au niveau de la fiscalité internationale, certes, mais en plus complexe et en à très grande échelle. Selon le rapport de Tax Justice Network, intitulé State of Tax Justice en 2024, il y a 492 milliards de dollars américains qui sont perdus chaque année en raison de l'évasion fiscale mondiale vers les paradis fiscaux. Les 2/3 sont à cause des multinationales qui transfèrent leurs bénéfices à l'étranger pour payer moins d'impôts. Le reste est à cause des particuliers fortunés qui cachent leur fortune à l'étranger. Ces chiffres sont en hausse, ce qui prouve l'inefficacité de l'architecture et des règles fiscales actuelles qui n'ont pas pu contenir les fuites colossales. Sur le continent africain, le récent rapport du Haut Comité de l'Union africaine sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique mentionne que le continent perd chaque année 88 milliards de dollars en flux financiers illicites, et ceci est un chiffre en augmentation de 50% depuis 10 années. D'un autre côté, les pays en développement, y compris la Tunisie, sont confrontés à de multiples défis pour maintenir la soutenabilité de leurs finances, mobiliser les financements de développement et permettre de tenir leur engagement en matière de respect et protection et réalisation des droits sociaux, économiques et culturels, et passer à des modèles de développement adaptés et résilients à la crise climatique. Plus de 28 pays africains consacrent davantage de ressources au service de la dette qu'à la santé, la Tunisie y compris. Dans ce contexte, il est fondamental de renforcer la coopération fiscale et de s'attaquer aux failles des règles fiscales mondiales actuelles qui permettent à tant de ressources de passer entre les mailles du filet. Aujourd'hui, la Convention cadre des Nations Unies offre à nos pays un espace inclusif et la possibilité de contribuer à l'élaboration de règles adaptées à nos administrations fiscales qui peuvent permettre à des pays comme la Tunisie de maximiser la mobilisation des ressources en renforçant la conformité et en réduisant les fuites. Je voudrais citer M. Abdallah Hamdok, ancien ministre du Soudan, président du comité technique qui a rédigé le rapport du Haut Panel de 2015 sur les flux financiers illicites d'Afrique, qui dit « Chaque dollar perdu à travers les flux financiers illicites est un dollar volé à une école, volé à un hôpital, volé à un investissement pour lequel que nous ne pouvons pas sacrifier. » Il incombe aujourd'hui aux chercheurs d'étudier les impacts et les implications de ces réformes sur le plan mondial et leur implications pour les législations nationales, les économies et les budgets, et de recommander les meilleures politiques susceptibles de contribuer à mobiliser le maximum de ressources pour le développement. Avant de donner la parole au président de la séance, j'aimerais finir mon mot avec quelques remerciements. Je remercie Mme Emna Farfer et M. Sraïl Zakraoui pour la coordination et pour l'organisation de ce colloque. Je remercie Mme Sabrine Marsit du Bureau international de la documentation fiscale qui a été d'un appui crucial pour mobiliser l'excellent panel d'invités que nous avons aujourd'hui. Merci Sabrine. Je remercie enfin mon équipe, l'équipe de l'Observatoire tunisien de l'économie, qui a fait aboutir l'organisation à cet événement et qui relève tous les jours le défi d'explorer des sujets nouveaux et cruciaux pour enrichir le corps de savoir et dynamiser le débat citoyen et contribuer à façonner les politiques publiques pour une société plus juste. J'espère que le colloque pourra dynamiser la recherche sur ces sujets. Je vous remercie. شكرا للسيدة نداء الطريقي من المرصد التونسي للاقتصاد. لم أرغب في الترحيب قبلها احتراما لواجب اللياقة، لكن الآن أود أن أرحب بالجميع، بكل من لبى الدعوة، سواء تعلق الأمر بإلقاء مداخلة أو إثراء النقاش أو الحضور بالاستماع والإنصات. أشكر الجميع. أشكر أولاً وأرحب بأولئك الذين قدموا إلى تونس من خارج ترابها
ولكن أرحب أيضا بكل من حضر من إدارة الجباية، من كلية الحقوق، ومن غيرها من المؤسسات سواء التعليمية أو الإدارية. موضوع مسارات الإصلاح الضريبي موضوع أساسي، وأشكر بوجه خاص من فكر في الصياغة وفي تنظيم البرنامج والتنسيق، وأخص بالذكر الأستاذة آمنة الفخفاخ وزميلي وصديقي العزيز الأستاذ صغير الزكراوي، ولا أنسى بطبيعة الحال السيدة نداء الطريقي التي كان لها دور هام في إخراج هذا الملتقى الدولي في مظهره الذي نراه اليوم. الضرائب شر لا بد منه، هذا ما كان يقال عند عديد الفقهاء، هو شر لكن لا بد منه. أن يؤخذ من أموال دافعي الضرائب نصيب أو جزء فإن ذلك من قبيل الشر، لأنه ينتقص من الذمة المالية، لكن لا بد منه لأنه لا بد للدولة من موارد، وهذه الموارد أساسا في دولة كتونس هي موارد ذات صبغة جبائية. الجباية على مسار أو مدار التاريخ كانت دوما مثارة للجدل أو أحيانا حتى للثورات، ويكفي أن نذكر ثورة علي بن غذاهم التي كانت أساسا ثورة ضد الجباية. ولا أنسى بعد ذلك ما قاله محمد باي في سنة 1870 حين سن ضريبة جديدة هي ضريبة المجبة، وكان يتوجس خيفة من ردة فعل المواطنين أو كما كانوا يسمون الرعية، فقال وهو يتوجه في خطاب لشعبه الباي قال: وبابنا مفتوح لكل متظلم، وآذاننا لسماع الشكاية واعية، وأعيننا لما يصدر عن العمال راعية، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ويطمئن فيقول: ولن تجول بحول الله يد عامل في شيء زائد على ما حررناه، ونظرنا بإعانة الله وراءهم صباحهم ومساؤهم. الجباية محرك نعم، ولكن الجباية أيضا عنصر فعال وطنيا، ولكن اليوم دوليا. وما يطرح اليوم في عالم تقلصت فيه الحدود، كيف يمكن التعاون بين الدول لأساسا تجنب الازدواج الضريبي؟ هذا طبعا ما سيتم الخوض فيه من قبل مختلف المتداخلين. أتمنى التوفيق للجميع، أجدد ترحابي بالجميع، وعمتم صباحا وموفقين بإذن الله. وأحيل الكلمة لمن يحسن التقديم والتمهيد لهذا الموضوع في تقرير افتتاحي، وهو من أكبر المختصين، ليس لأنه صديقي لكن لأنه علميا من أكبر المختصين في المادة الجبائية في القانون الجبائي، الأستاذ صغير الزكراوي. صديقي العزيز، لكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. أنا محاط بالرؤساء اليوم على هذه الكلمات اللطيفة، أحرجتني يعني. على كل، أنا تقديمي أولا أريد أن أرحب بالجميع، دونك شير زنفيتي، شير كوليغ، شير إتيديون، دونك نرحب بكم الكل، وخاصة نو زنفيتي. إذا أنا سرابور سيكون بطبيعة الحال باللغة الفرنسية، بحكم أنها مادة لا يصعب فيها الحديث باللغة العربية. La coopération fiscale internationale s'impose aujourd'hui comme un champ de réflexion majeur du fait des mutations profondes de l'économie mondiale.
la mondialisation galopante, la digitalisation de l'économie, l'intensification de la concurrence fiscale entre États fragilise les systèmes fiscaux nationaux et entraîne des pertes de recettes substantielles. Selon les études récentes, près de 40% des profits des multinationales seraient transférés vers des juridictions à faible fiscalité. L'économie numérique bouleverse les principes de la fiscalité internationale. Obsolescence de l'établissement de la notion d'établissement stable, monétisation des données, taxer des profits réalisés sans présence physique. Pour y remédier, l'OCDE a élaboré une solution reposant sur 2 piliers. Pilier 1, réattribution partielle des droits d'imposition aux pays de marché. Pilier 2, instauration d'imposition effectif minimum mondial de 15%. Cette réforme, adoptée par aujourd'hui de 150 pays, constitue une innovation majeure. Elle introduit une fiscalité mondiale plus cohérente et met fin à une partie de la concurrence dommageable entre juridictions fiscales. Face à cette situation, la communauté internationale a progressivement reconnu la nécessité d'une coopération accrue en matière fiscale. Cette dynamique, amorcée par le projet BEPS, sous l'égide de l'OCDE et du G20 notamment au début, s'étend aujourd'hui à l'ensemble du système multilatéral. Les travaux engagés par les Nations Unies en vue d'une convention cadre sur la coopération fiscale internationale consacrent cette transformation. Il s'agit d'un nouvel ordre fiscal international, en tout cas une tentative de refondation d'un nouvel ordre universel international où les États cherchent à concilier souveraineté nationale, équité et efficacité dans un environnement mondialisé, globalisé. D'abord, si vous voulez, juste quelques propos sur l'évolution de la coopération fiscale internationale. La coopération fiscale internationale est d'abord apparue dans une perspective bilatérale. Dès le début du XXe siècle, sur les conventions fiscales internationales, visaient principalement à éviter la double imposition afin de faciliter les échanges et les investissements transfrontaliers. Ces traités, largement inspirés du modèle OCDE actuellement, avaient pour but de répartir le pouvoir, de partager le pouvoir d'imposition entre pays d'origine et pays de résidence. Ce système, désormais classique, reposait à l'époque sur 2 grands principes. La répartition d'abord des droits d'imposition entre États, de la source et États de la résidence. Deuxième grand principe, un principe cardinal, c'est la lutte contre la double imposition juridique, sans réelle attention portée à la double imposition, à la non-double imposition ou à l'optimisation fiscale agressive. Or, ce système bilatéral est devenu désuet et inopérant. Pour ces raisons. D'abord, la mondialisation des chaînes de valeur, qui fait que les bénéfices peuvent être réalisés dans des juridictions sans présence substantielle, via la planification fiscale agressive, le transfert des bénéfices, le prix de transfert, et les estimations montrent que
plus de 850 milliards de bénéfices mondiaux sont transférés vers des juridictions à faible imposition. Deuxième point, la numérisation de l'économie. Les grandes entreprises numériques peuvent, notamment les GAFA aujourd'hui, peuvent réaliser des profits dans un pays sans y avoir de présence physique significative via la fourniture à distance de services numériques, par exemple. Cette réalité remet en cause la notion traditionnelle, le concept traditionnel d'établissement stable. La troisième raison, la concurrence fiscale entre États, y compris l'existence de paradis fiscaux, qui affaiblit la capacité des États-nations à mobiliser leurs ressources fiscales, à financer leur politique publique. Le phénomène d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices est devenu un sujet aujourd'hui central. Enfin, la troisième raison, c'est la pression accrue des recettes publiques. Dans un contexte de crise économique à répétition, de contraintes budgétaires, de besoins de financement de la transition écologique, sujet actuel en Tunisie, et des objectifs de développement durable. Donc, le contexte impose une adaptation du système fiscal international pour soutenir la mobilisation des recettes nationales. Avec la montée des multinationales et la complexification des montages financiers, ces conventions classiques, bilatérales, ont progressivement montré leurs limites. L'économie numérique a encore accentué le problème en permettant à des entreprises d'opérer sur un marché sans y avoir de présence physique, échappant ainsi à l'impôt. L'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices constituent la première justification de la coopération fiscale internationale. Le projet BEPS, lancé en 2013 par l'OCDE et le G20, a identifié 15 actions majeures. Prix de transfert, dispositifs hybrides, abus de convention, transparence, et j'en passe. L'objectif est d'assurer que les bénéfices soient imposés là où l'activité économique se déroule effectivement et où la valeur est créée. La mondialisation des chaînes de valeur a exacerbé la concurrence fiscale entre États. Abaissement des taux d'imposition, régime préférentiel et notamment et surtout les paradis fiscaux. La multiplication des filiales et des mécanismes complexes de planification fiscale agressive et d'optimisation ont permis aux multinationales de transférer artificiellement leurs bénéfices vers des juridictions, comme je l'ai dit, à faible fiscalité. Ce phénomène d'érosion de la base imposable et de transfert de bénéfices a révélé une asymétrie croissante entre la capacité des entreprises à contourner l'impôt et la difficulté des États à préserver leurs recettes. Des pratiques telles que le treaty shopping, le recours au prix de transfert abusif, ou encore le transfert des bénéfices vers des paradis fiscaux, ont entraîné une érosion massive des recettes fiscales. L'exemple, l'OCDE a estimé dès 2015 que les pertes annuelles liées au BEPS se situaient entre 100 et 240 milliards de dollars, soit entre 4% et 10% de l'impôt mondial sur les sociétés. Pour répondre à ces dérives, une approche multilatérale s'est imposée et la coopération
fiscal s'est progressivement inscrit dans un cadre multilatéral. Sous l'impulsion de l'OCDE, le projet BEPS a constitué une première étape structurante. Et je viens de citer les quelques actions, notamment renforcer la transparence fiscale, limiter l'utilisation abusive des conventions, encadrer les prix de transfert et améliorer la coopération entre administrations automatiques. En parallèle, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements fiscaux a renforcé le mécanisme de coopération entre administrations fiscales, notamment par l'échange automatique d'informations bancaires, réduisant considérablement l'opacité bancaire. Face aux limites d'un cadre dominé historiquement par les pays développés, c'est-à-dire l'OCDE, et aux demandes des pays du Sud d'un cadre plus inclusif, l'ONU a engagé un processus de négociation d'une convention cadre sur la coopération fiscale internationale. L'objectif est de garantir un cadre plus démocratique, plus équitable, plus susceptible d'intégrer les aspirations et les doléances, si vous voulez, des pays africains, des pays en développement en général, donc, et de tenir compte de la justice fiscale, de la transparence et de la fiscalité climatique. Plusieurs facteurs poussent à la refondation de l'ordre fiscal international. D'abord, la première, si vous voulez, raison, le premier facteur, c'est l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices des multinationales vers des juridictions à faible imposition, privant de nombreux États de recettes essentielles, dont la Tunisie. La numérisation de l'économie et l'émergence des modèles d'affaires où la présence physique n'est plus nécessaire pour générer des profits dans un pays, ce qui remet en cause la territorialité traditionnelle de l'impôt. Donc, ce principe de territorialité est mis à mal aujourd'hui par la numérisation. Également, le besoin de financer les politiques publiques, le développement durable, la transition écologique et la réduction des inégalités, la fiscalité internationale devient un levier central dans un contexte de crise multiple, économique, sociale, environnementale. Également, l'urgence de restaurer la légitimité et l'équité du système fiscal global. Les pays du Sud global, réclament davantage de justice dans la répartition des droits d'imposition et l'accès aux données, de même que la prise en compte de leurs contraintes fiscales. Toutefois, ce renouveau comporte des défis importants, dont notamment, d'abord, la souveraineté fiscale nationale. Les États restent attachés à leur capacité de fixer leur taux d'imposition. Nous savons que l'impôt est un attribut de la souveraineté et à attirer les investissements, à adapter la fiscalité à leur modèle de développement. Une harmonisation trop poussée peut être perçue comme une perte d'une partie de la souveraineté. Deuxième point, l'inclusion effective des pays de développement. Certains mécanismes peuvent être considérés ou peuvent être dominés par les grandes économies ou privilégier les intérêts des pays déjà bien dotés en ressources et en structures. Autre défi également, le décalage entre les normes et l'application. Même lorsque des accords sont conclus, la mise en œuvre, les législations nationales, l'administration fiscale, la capacité technique restent quand même un obstacle et un frein.
le risque également de fragmentation et d'approche, si vous voulez, unilatérale. Faute de consensus, certains États peuvent adopter des mesures unilatérales. Taxes numériques, fiscalité propre aux grands groupes, ce qui peut conduire à des conflits fiscaux ou à produire ce qu'on appelle des effets de distorsion. Mais quand même, on assiste aujourd'hui à une tendance, si vous voulez, vers la refondation d'un nouvel ordre fiscal plus juste, plus équitable, plus précisément. Et l'élaboration d'une convention cadre de l'ONU sur la coopération fiscale internationale pourrait marquer une nouvelle étape vers un ordre fiscal vraiment universel, cette fois, dépassant la logique OCDE G20. Si elle se concrétise, cela pourrait renforcer la légitimité du cadre, élargir la représentativité des pays en développement et introduire des mécanismes adaptés aux besoins de ces pays, c'est-à-dire mobilisation des ressources, renforcement des capacités, justice fiscale. En ce sens, on pourrait parler d'une refondation de l'ordre fiscal international et non pas seulement de simples ajustements par une nouvelle architecture qui intègre les évolutions numériques, les enjeux de développement et la coopération entre les administrations fiscales nationales. L'expression refondation renvoie à l'idée que l'architecture traditionnelle, classique, de la fiscalité internationale, convention bilatérale, imposition basée sur la présence physique et faible coordination multilatérale ne suffit plus. Une transformation profonde est en train de s'opérer et qui vise à, d'abord, redéfinir la répartition des droits d'imposition entre États, notamment donc, pour les sociétés multinationales. Instaurer des normes minimales communes. Exemple, l'impôt minimum mondial, l'impôt universel. La transparence, l'échange d'informations. 2. Renforcer la coopération administrative entre les administrations fiscales nationales. Également, l'assistance technique. Et inscrire surtout la fiscalité internationale dans une logique de développement et d'équité, sans que les seules économies avancées soient actrices de ces règles. Autrement dit, le nouvel ordre vise à être multilatéral, plus inclusif, plus adapté aux défis du XXIe siècle. Cette approche multilatérale vient d'être concrétisée par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 30 décembre 2022 pour promouvoir une coopération fiscale internationale inclusive et efficace. Selon ou sous la pression des pays du Sud, l'ONU s'impose comme un acteur incontournable. En 2023, l'Assemblée générale a adopté une résolution historique lançant le processus de négociation d'une convention cadre sur la coopération fiscale internationale. Cette initiative vise à, d'abord, établir une gouvernance fiscale mondiale, universelle. 2. Renforcer la transparence et l'assistance technique. Et 3. Respecter la souveraineté nationale des États. Elle pourrait équilibrer un système jusque-là dominé par l'OCDE, c'est-à-dire par les pays développés. Et d'ailleurs, un document de l'ONU 2025 évoque la préparation d'un instrument de coopération fiscale internationale qui respectera la souveraineté nationale. Si cet instrument
se concrétise, il pourrait représenter une nouvelle phase dans l'ordre fiscal, dans l'édification, dans la refonte de l'ordre fiscal international. La coopération fiscale internationale ne peut être pensée uniquement en termes techniques. La coopération fiscale internationale devra de plus en plus intégrer les enjeux de justice sociale, de redistribution, de lutte contre les inégalités, de financement de la transition écologique et de réaliser les objectifs du développement durable. Cela veut dire, autrement dit, garantir que la réforme fiscale internationale ne bénéficie pas uniquement aux États avancés, mais aussi aux économies en développement, qu'elle contribue à redistribuer les droits d'imposition, à partager les droits d'imposition, à limiter les flux financiers illicites, et j'insiste là-dessus, et à mobiliser des ressources pour le développement. Un bon ordre fiscal international doit laisser une marge de manœuvre à chaque État pour définir ses politiques fiscales en fonction de son modèle de développement et de sa structure économique, de ses priorités. L'enjeu est d'éviter que l'harmonisation devienne une uniformisation à sens unique. L'objectif est un équilibre entre coordination et autonomie fiscale. La coopération fiscale internationale apparaît aujourd'hui comme un levier stratégique majeur pour les États, notamment pour les États en voie de développement. Et ce, pour plusieurs raisons. La préservation de leurs assises fiscales, de leur assiette. Et donc, la mobilisation des recettes publiques, la légitimité de leur système fiscal et leur capacité à définir des politiques de développement. Le nouvel ordre fiscal ne se limite pas à une suite de réformes techniques de la fiscalité des sociétés. Il s'agit d'une mutation de l'architecture de gouvernance fiscale mondiale, d'un passage d'un ordre basé sur les traités bilatéraux et la présence physique à un cadre multilatéral, numérique, inclusif et lié aux objectifs de développement. Cependant, cette mutation n'est pas sans risque. D'abord, plutôt les disparités de capacité entre États, tensions entre coordination et souveraineté, la fragilité de la mise en œuvre et la nécessité d'un équilibre entre efficacité et équité. Pour un pays comme la Tunisie, et plus largement pour les pays en voie de développement, les pays africains, l'enjeu est double. D'abord, d'une part, s'inscrire dans ce nouvel ordre, participer aux négociations, adapter la législation, renforcer ses capacités, et d'autre part, préserver et exercer sa souveraineté fiscale en utilisant les instruments internationaux dans le cadre d'une stratégie nationale de mobilisation des recettes et de développement. Et comme je l'ai dit, la coopération fiscale n'est plus seulement technique. Elle est devenue un enjeu de justice mondiale, d'équité. Les pays en développement réclament une répartition plus équitable des droits d'imposition, soulignant que les règles actuelles profitent surtout aux économies avancées, c'est-à-dire aux pays développés. La transparence est désormais au cœur du dispositif. Échange automatique d'informations, déclaration par pays, country by country, et exigence accrue de substance économique. La coopération fiscale internationale connaît une mutation historique, passant d'un modèle bilatéral fragmenté à une gouvernance multilatérale
ambitieuse. Le nouvel ordre fiscal international, encore en gestation, traduit une volonté commune de rééquilibrer la fiscalité mondiale, de restaurer l'équité et de limiter la concurrence fiscale dommageable, agressive. Cependant, cette réussite dépendra de la capacité des États à dépasser leurs intérêts particuliers, égoïstes, à inclure les pays en développement dans le processus décisionnel et à adapter sans cesse les règles aux mutations rapides de l'économie mondiale. L'élément aujourd'hui perturbateur, c'est l'intelligence artificielle, par exemple. La coopération fiscale internationale, à l'aune du nouvel ordre fiscal international, incarne une tension permanente entre l'exigence de souveraineté des États et la nécessité d'une gouvernance globale. La coopération fiscale internationale ne doit pas signifier l'abandon de la souveraineté. Chaque État doit conserver la possibilité d'adapter son système fiscal à ses priorités économiques et sociales, à son modèle de développement. L'implication des pays en développement dans le processus décisionnel est essentielle à la légitimité du nouvel ordre fiscal international. L'ONU offre à cet égard une enceinte plus démocratique que les forums techniques restreints. Une fiscalité internationale équitable doit permettre à tous les États, quel que soit leur niveau de développement, de participer à la définition des normes, à leur mise en œuvre et au partage des bénéfices. La coopération fiscale internationale est un thème majeur. Et ce colloque qui nous réunit aujourd'hui se veut un espace de réflexion. Il nous offre une plateforme pour échanger et partager les connaissances et les expériences sur les enjeux et les défis de la coopération fiscale internationale. Nous sommes convaincus que les échanges qui auront lieu lors de ce colloque contribueront certainement à faire progresser la réflexion et à installer un débat sur ces questions complexes et essentielles pour l'édification d'un système fiscal international plus juste, efficace et adapté aux réalités du XXIe siècle. Il y va de l'avenir de nos pays et je vous remercie. شكون الرئيس عاد تو بلاش رئيس احنا سيد العميد لا العميد يتوسط هنا مود اوفرتير تنجم ذلك تفضل السيد العميد نعرف التزاماتك ونتفهم ذلك. Parti aussi à la recherche d'une place au parking derrière. J'ai pas trouvé l'accès au parking, ils ont fermé de tous les côtés. Et donc, en partie, c'était la question du parking qui a pris quand même un bon quart d'heure. Alors, que dois-je dire après cette fresque de présentation? Sinon, même avec un peu de retard, donc décalé, bienvenue à toutes et à tous à ce colloque extrêmement intéressant et ambitieux. Bienvenue, Madame Triqi. Donc, marhaba bik, puisque vous êtes co-organisatrice. Donc, félicitations aussi. Je félicite la SCAF et l'Observatoire de l'économie pour cette très intéressante initiative sur un sujet d'ordre technique, on le sait, la fiscalité de manière générale, c'est très technique, mais hautement significative en termes de politique, en termes économiques, et donc c'est un sujet très, très intéressant et qui m'a rappelé en regardant un peu le programme, la coopération
fiscale internationale me rappelait un peu coopération ou concurrence, justement. Coopération ou concurrence, conflit de civilisation ou un peu dialogue des civilisations fiscales et des pays riches et des pays en voie de développement. Colloque donc, bienvenue à toutes et à tous, encore une fois. Les organisateurs, eux, on les remercie pour la qualité de l'organisation, d'avoir choisi aussi un cadre différent, centre-ville. Merci pour la thématique choisie, surtout en particulier. Merci à tous ceux qui ont bien voulu contribuer aux travaux et aux réflexions de ce colloque, soit par des communications, soit par des participations aux discussions, aux échanges. Comment dirais-je Donc, je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Le programme est effectivement très riche, axé sur deux axes, deux grands axes, répartis sur 2 journées, différentes, avec un petit peu donc des réflexions sur ce nouvel ordre en gestation, nouvel ordre fiscal international en gestation, en centrant la réflexion sur le rôle de l'OCDE. Bien. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, à peu près. Bon. Je n'aurais pas grand-chose à dire. Rappeler un peu les axes du colloque, en fait, sur cette réflexion sur le nouvel ordre fiscal international, ses perspectives, ses risques, ses acteurs, et donc un petit peu, voilà, et les textes qui un peu préparent le terrain à ce nouvel ordre fiscal voulu, équitable, prenant en compte le développement durable, mais aussi donc l'équité entre le Nord et le Sud. Et j'ai entendu le professeur Zakraoui évoquer notamment le global, le Sud global, Global South. C'est vrai que c'est une notion qui monte aujourd'hui. On le voit dans le domaine douanier surtout, mais probablement elle aura des répercussions importantes sur l'ordre fiscal international compte tenu des politiques américaines actuelles. Merci donc pour cette initiative, merci pour l'invitation. Bonne chance aux travaux de ce colloque et on se retrouvera sans doute dans d'autres colloques. Il est certain que ce colloque apportera beaucoup compte tenu de la qualité des thématiques choisies, fixées dans ce colloque et des intervenantes et intervenants. Voilà. Donc, je vous laisse. Bon vent.